Alors, ravie d'être avec vous aujourd'hui pour le troisième épisode des webinaires NatExpo saison 2. Je me présente, je suis Nadia Messaoudi, chef de projet du salon NatExpo. Alors, petit imprévu ce matin, Florence Roublot, la directrice du salon, qui devait initialement participer au webinaire, ne pourra être parmi nous. Donc, voilà, elle est bloquée dans les transports, ce sont des choses qui arrivent. Elle est désolée et son excuse, mais je suis certaine qu'elle est connectée et qu'elle nous regarde d'où elle est. Voilà. Depuis mars 2021, chaque mois, pendant une heure de live, des experts et des professionnels de la bio échangent sur les dernières actualités du secteur. Et vous êtes d'ailleurs près de 350 aujourd'hui, vous êtes inscrits, et plus de 4000 à avoir assisté en direct ou au replay ou aux précédents épisodes. Donc, merci à tous. Deux mots très brefs sur la SPAS en intro. La SPAS a été fondée il y a plus de 40 ans par Violette et Claude Dumont et reprise par Patricia Berthomier-Massip en 2010. Elle est aujourd'hui dirigée par Éric Faure et Valérie Lemans. Grâce au portefeuille déjà existant et à la croissance insufflée par Patricia, la SPAS est aujourd'hui le leader français dans l'organisation d'événements, des salons B2B, B2C, qui sont liés dédié à la bio, à la santé et à l'art de vivre. Voilà. À côté de ça, en parallèle, nous avons développé en 2015 la plateforme Sevelia, le site internet Sevelia, qui est une place de marché digitale qui permet à nos exposants et à d'autres d'ailleurs de vendre leurs produits en ligne pour une visibilité tout au long de l'année. Par ailleurs, la SPAS accompagne certains institutionnels pour la mise en place d'actions spécifiques, donc par exemple Biocoop, l'agence bio, la région Occitanie, avec Medfel, et enfin la fédération NatExBio pour le salon NatExpo. Voilà, NatExpo, ce sera le 8e NatExpo que nous organisons depuis que NatExBio nous a confié cette mission en 2013. Au fur et à mesure des années, nous le voyons grandir, s'affirmer, se légitimer et devenir vraiment un rendez-vous incontournable. La prochaine édition de NatExpo aura lieu du 18 au 20 septembre prochain à Lyon, à l'Expo. Donc, toute l'équipe est à pied d'œuvre pour faire une véritable réussite de cette session sur laquelle nous attendons près de 850 exposants et 10 000 visiteurs professionnels, français et internationaux. Donc voilà, NatExpo couvre la filière de la bio dans sa globalité avec de l'alimentation, des cosmétiques, des compléments alimentaires, des ingrédients, des écoproduits, des écoservices, de l'équipement et du service pour le magasin et aussi pour les marques, ainsi qu'un secteur entièrement dédié pour la première fois cette année au e-commerce. Donc, en parallèle des stands, nous préparons et nous organisons une dizaine de forums thématiques qui permettent de décrypter les tendances et de s'informer du marché, d'anticiper les attentes du consommateur et de mettre en valeur les innovations des acteurs du secteur. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour faire un focus aujourd'hui sur le secteur des cosmétiques, dont la visibilité se renforce année après année. Donc, depuis 2013 à 2021, le secteur des cosmétiques a triplé en surface et en nombre d'exposants, pour atteindre l'an passé près de 200 exposants et plus de 2000 mètres carrés, donc environ 16% du salon. Il se place juste derrière le secteur de l'alimentation. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, dans la continuité, que nous avons décidé de créer Épure, qui sera un parcours, c'est une nouveauté cette année, c'est un parcours dédié aux cosmétiques bio haut de gamme et d'y consacrer donc le webinaire du jour. Avant de laisser la parole à Magali, j'attire votre attention sur le fait qu'un chat est à votre disposition sur la partie droite de votre écran et vous pouvez poser toutes vos questions. Et sur cette même partie, vous pouvez répondre à notre sondage en 3 questions sur l'impact du label bio sur les cosmétiques haut de gamme. Voilà. Magali, je te laisse, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Magali Barbier, je suis chargée de développement et animation réseau au sein de Cosmebio. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas Cosmebio, il s'agit du label de la cosmétique bio et naturelle. On a environ 530 adhérents. Et voilà, donc c'est une cosmétique. Ah, bonjour, je vois que le chat fonctionne, super. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans le chat si vous nous voyez et nous entendez bien. Ce que je vous propose pour commencer ce webinaire, c'est de laisser la parole à Alexandra et Manar ainsi qu'à Yasmine pour qu'ils présentent chacun leur marque et leur activité. Alexandra, je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Alexandra Marie, la directrice commerciale du laboratoire Najar. Bonjour, je m'appelle Manar Najar, je suis médecin de formation, le PDG de la société Laboratoire Najar. Je présente la société.
Société fondée presque il y a 26 ans maintenant, depuis 1996. Je suis médecin de formation, mais 4e génération de savonnier d'Alep. Je peux dire entre deux mots que je suis né dans le savon. Alors, le laboratoire Najar, on a commencé il y a 25 ans avec une longue expérience dans le bio. Et surtout, on est producteur en cosmétiques bio. Notamment, notre colonne vertébrale, c'est à l'huile d'olive et l'huile de baie de laurier, notamment. Et surtout, en tant que médecin, je tiens beaucoup à la qualité de produits qui touchent la peau humaine, hein, même les animaux, mais surtout la santé humaine, pour nous, c'est un des principaux objectifs qui soit vraiment intact. Voilà en 2 mots. Yasmine, peut-être Oui, je vais prendre le relais, oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Yasmine, cofondatrice de Slowly. Donc, Slowly, c'est une marque de soins naturels et responsables enrichis en huile essentielle. Donc, on a lancé tout récemment, donc elle a à peine 1 an, même pas. Donc, l'idée, c'était de rendre plus accessibles les huiles essentielles. Pour cela, on a travaillé et on est associé à une aromatologue avec qui on a formulé des soins efficaces qui puissent répondre à différentes problématiques cutanées. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir faire aussi tous les tests nécessaires sur tous les types de peau pour que les huiles essentielles puissent être utilisées et qu'on puisse bénéficier de tous leurs bienfaits en toute sécurité, justement, et le plus simplement possible. On est aussi très engagé pour la planète. C'est vraiment un élément phare et ça va aussi être un sujet dont on va aborder aujourd'hui parce que bien évidemment nous sommes labellisés bio, Cause par Cosme Bio et nous avons donc uniquement pour la planète, donc nos contenants sont en verre violet, qui est le seul matériau recyclable. On a des étiquettes écologiques aussi, de l'encre végétale et on plante des arbres pour chaque commande via une entreprise française qui s'appelle Reforest Action. Donc voilà, on fait attention vraiment à toute la chaîne de valeur et c'est vraiment très important pour nous. Merci à vous. Ce que je vous propose déjà pour commencer cette thématique, c'est de s'accorder sur qu'est-ce que la cosmétique premium. Moi, de mon côté, j'ai un petit peu posé la question aux gens autour de moi, qu'est-ce qu'on entend par cosmétique premium? Et plus encore, qu'est-ce qu'on entend par cosmétique premium en bio? Donc peut-être Yasmine, vous, comment vous considérez, comment vous définiriez finalement la cosmétique premium? Oui, alors pour moi, la cosmétique premium, donc il y a plusieurs mots d'ordre. Donc d'abord, les matières premières qui sont nobles, qu'on va utiliser justement pour le bien-être de la peau, des formules respectueuses aussi de la peau justement et de la planète, des méthodes de fabrication qui sont responsables. Donc vraiment au-delà même de la marque ou de la distribution, pour moi la cosmétique premium c'est vraiment voilà, toute l'expérience qu'il peut y avoir autour du cosmétique, cette sensorialité, donc des textures, des parfums. Qui sont vraiment très agréables, qui amènent à une expérience, des packaging épurés et bien sûr un élément phare selon moi dans ce que devrait être la cosmétique premium, c'est vraiment cette transparence. On est dans une nouvelle génération, je dirais, on a toujours besoin d'en savoir plus, d'avoir accès à cette information, que ce soit le sourcing des matières premières, le packaging, les partenaires avec qui les marques travaillent. Voilà, donc c'est ce tout qui pour moi fait de la cosmétique premium. Pour vous, Alexandra Manard, c'est pareil. Pour vous, le premium, c'est vraiment axé sur l'ingrédient, sur le pack, sur toute finalement la démarche qui va entourer le produit? Ou est-ce que pour vous, finalement, la définition est encore différente? Je dirais qu'au-delà d'un produit et d'une marque, c'est aussi tout ce qu'il y a derrière, les valeurs de la société, les principes. On se focalise automatiquement sur le produit, ce qu'on prouve par l'engagement avec la certification bio. Le circuit de distribution compte aussi sur le fait que ce soit premium. C'est vrai que pour le consommateur, je pense que c'est un gage de qualité. Mais derrière, on a aussi des valeurs, des engagements environnementaux. Le bio, voilà, c'est pas qu'un produit, c'est les matières, c'est des équipes derrière, c'est des process, c'est vraiment tout aussi ce qu'il y a en amont du produit.
Moi, c'est vrai que je vous rejoins sur ce point, mais c'est vrai que finalement, d'un point de vue consommateur, et je vais rejoindre Florent qui en commentaire parle du prix, souvent le premium, c'est un peu lié au circuit de distribution, c'est lié au prix, c'est lié à une certaine, comment dire, c'est aussi lié à une certaine notoriété, on imagine un peu des marques luxe, et c'est vrai que je pense, Nadia, que tu vas pouvoir nous le confirmer, on voit quand même de plus en plus finalement de réseaux de distribution qui sont considérés comme premium par le consommateur s'intéresser au bio. Est-ce que toi, Nadia, tu as vu un petit peu ça au niveau des visiteurs de Natexpo? Oui, oui, typiquement, on a quand même en visiteur un profil de visiteur non alimentaire et plutôt grand magasin qui augmente en visiteurs sur notre salon. Typiquement, les Galeries Lafayette, le Printemps, des marques comme Beauty Success, Botanique, voilà, Nature et Déco. Enfin, ce genre de profil-là qui vient visiter le salon Natexpo, donc qui est quand même en demande et en recherche de ce type de produit. Et c'est vrai que justement, vous, on parle de distribution. Najar, Slowly, est-ce que vous êtes distribué par des réseaux de distribution qui ne soient pas spécialisés bio, ou est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que si ce n'est pas le cas, c'est par choix, ou est-ce que c'est parce que le bio est peut-être un frein dans ces réseaux de distribution? Alors, on distribue sous la marque Nagel. On a toujours été dans les réseaux bio. Les magasins spécialisés bio, ça a vraiment été, dès le départ, notre premier circuit de distribution. Et on y reste. C'est vraiment un engagement de notre part, une volonté de rester. C'est vrai que les évolutions, les tendances changent. On voit une énorme évolution sur le secteur. Quand on a commencé en 96, le bio, c'était la petite épicerie locale. C'était connu. Donc voilà, et en 15 ans de ça, c'est devenu un vrai marché. Et pour vous, Yasmine, est-ce que c'est une volonté d'être sur des réseaux de distribution pas forcément spécialisés bio? Et justement, comme citait Nadia, peut-être voilà, les Galeries Lafayette, le Printemps, des réseaux un petit peu justement perçus par le consommateur comme premium? Oui, tout à fait. Enfin, on ne se ferme pas. C'est vrai que nous, on a moins d'expérience, donc on a même pas un an, donc on n'est pas encore distribué au sein de beaucoup de réseaux. Pour l'instant, on est vraiment disponible en ligne auprès de Concept Store, qui sont aussi, c'est un réseau de distribution qui est très à l'écoute aussi du marché, des nouveautés et de justement cette tendance du naturel et du bio. Donc en aucun cas, ça a été un frein pour nous. Depuis le début, en tout cas, quand on a lancé Slowly et qu'on a eu envie de créer cette marque, pour nous, c'était une évidence que Slowly devait être certifié bio dès le début, parce que ça va, encore une fois, avec cette envie, je dirais, d'un accès à l'information, de rassurer. Le label bio, ça veut surtout dire que les matières premières sont de qualité, elles sont cultivées selon des méthodes bien élaborées et bien définies. Et donc pour moi, non, c'était vraiment un gage de qualité, justement. Et pour l'instant, c'est pas du tout un frein pour nous. On est en discussion avec des réseaux de distribution spécialisés bio, mais pas que. Et on n'a jamais eu, en tout cas pour le moment, de retour négatif par rapport au fait qu'on soit bio. Bien au contraire. Justement, vous n'avez pas forcément, je sais que nous, on a fait des études sur la pharmacie, qui est un réseau de distribution aussi un peu spécifique, mais on avait eu le retour justement des pharmaciens qui, eux, au-delà du bio, avaient un besoin de se rassurer sur l'efficacité, par exemple. Vous, aujourd'hui, est-ce que, par exemple, dans des réseaux, comme on disait, un peu premium, c'est l'une des questions qui va vous être posée au-delà du bio, de vous dire le bio, c'est bien, mais est-ce que finalement, c'est suffisant? Est-ce que vous avez déjà eu cette contrainte-là, ou est-ce que finalement, le fait d'être bio, c'est déjà finalement une garantie suffisante? Alors le bio, oui, c'est une garantie, mais elle n'est pas suffisante. C'est vrai qu'on en demande toujours plus. On a besoin d'efficacité prouvée. On a besoin d'en savoir vraiment le plus possible. Donc c'est pour ça que nous, on fait appel aussi à des laboratoires externes pour faire des études sur des différents types de peau, pour contrôler l'efficacité, pour vraiment avoir tout le panel possible sur toutes nos matières premières. Donc c'est un gage de qualité, mais il faut toujours aller plus loin, voilà, dans cette idée de transparence, je pense.
Je vois qu'on a une question très intéressante, vu qu'on parle de différents J'allais canaux te de dire, distribution. regarder le chat. On nous pose la question sur la GMS bio et la cosmétique bio premium. Est-ce que finalement, en termes d'image, c'est compatible? Est-ce que vous pensez que finalement, pour vous, c'est possible, ou est-ce que justement, vous choisissez un réseau de distribution spécifique et vous vous y tenez? Quelle est votre stratégie? Je vois qu'on nous cite l'exemple de Biocoop, par exemple. Est-ce que pour vous, c'est possible de concilier GMS, par exemple, et premium? Alors, moi, je pense qu'en termes de GMS, le problème, enfin le frein que je vois, c'est justement cette barrière du prix. Où parfois, je pense, dans les magasins vraiment en grande conso, on peut s'attendre à des prix un petit peu moins élevés. Ça ne veut pas dire que le produit n'est pas tout aussi qualitatif, mais c'est vrai que quand on utilise des matières premières nobles, quand on utilise quand on a la certification bio, etc., les matières premières coûtent plus cher. Donc, c'est plus compliqué pour nous d'avoir des prix moins élevés et donc d'être en GMS. Enfin, je pense que c'est vraiment ce niveau de prix qui va faire la différence entre les deux. Mais je pense que les gens les consommateurs, consommatrices se rendent aussi compte que on consomme moins et mieux. Et quand on consomme moins, on est prêt à dépenser un petit peu plus. Et donc, on va, je pense, en GMS aussi voir d'autres marques arriver qui ont justement toutes ces valeurs. Pour vous, Alexandra, est-ce que c'est vrai ce principe de GMS premium sur cette question? Est-ce que vous avez une réponse à apporter sur Je cette dirais compatibilité? que jusqu'à maintenant, on n'était pas sur la même cible de consommateur. Entre la distribution spécialisée et la grande surface. En grande surface, je rejoins Yasmine, c'est qu'on est vraiment sur une recherche du prix. Donc, sûrement maintenant, l'évolution des mœurs fait qu'il y a la recherche du bio aussi, mais à moindre coût. La distribution bio, on est vraiment sur un consommateur averti et un consommateur qui va rechercher la qualité. Moi, je me permets de rebondir parce que je vois que Frédéric a une très bonne remarque, et j'ai eu cette remarque ce matin lorsque je posais la question sur la cosmétique premium. Le fait justement peut-être de vendre aussi avec de l'alimentaire, est-ce que pour vous, en termes d'image, c'est négatif ou pas de vous dire qu'on peut peut-être acheter sa nourriture puis ses cosmétiques? Est-ce que finalement le premium, c'est pas aussi une expérience, et le fait d'avoir peut-être un magasin dédié à la cosmétique, est-ce que pour vous, ça, c'est une contrainte ou pas? Ou est-ce que finalement, pour vous, il n'y a aucun souci à finalement acheter ses légumes et puis acheter sa cosmétique, et finalement, en termes d'image, il n'y a pas de problématique? Alexandra, est-ce que là-dessus, vous avez une chose à dire? Personnellement, c'est pas un problème pour nous parce qu'en plus, on est vraiment spécialisé dans l'hygiène, donc des produits de consommation courante. Tout le monde mange, tout le monde se lave. Donc, c'est pas gênant. Les deux vont ensemble. Le soin de s'alimenter et prendre soin de soi, surtout dans la vie actuelle qui va très vite, où les gens n'ont pas forcément le temps de faire 2 ou 3 magasins. C'est vraiment dans la tendance actuelle. Ouais. C'est vrai que j'entends bien. Vous, Yasmine, c'est pareil, vous êtes sur le même avis qu'Alexandra, ou est-ce que pour vous, c'est... Après, je rejoins complètement Alexandra. La seule différence, c'est que nous, c'est vrai qu'on n'est pas sur sur des produits d'hygiène. Nous, c'est vraiment des soins. Donc, c'est vrai c'est pas quelque chose qu'on achète par impulsion. Enfin, on a tous et toutes à la maison déjà sa crème de soins. Donc, c'est un comportement d'achat qui est différent. Nous, on le voit aussi. C'est vrai que ce qui fonctionne le mieux, en tout cas, c'est d'être dans un écosystème et dans un réseau plus spécialisé. Après, c'est pas nécessairement que des cosmétiques, hein. On est dans des concepteurs qui mettent en avant plus des soins, des produits de la maison, lifestyle, mais pas vraiment sur l'alimentaire. C'est vrai que c'est des consommations, c'est des actes d'achat qui sont différents. Mais je rejoins Alexandra sur le fait que oui, quand on est sur des savons, c'est vrai que c'est plus facile d'être consommé de cette manière-là. Et c'est vrai que je rebondis sur le fait de dire qu'il y a aussi le côté expérience d'achat. Et je vois que Fanny, dans les commentaires, nous a parlé notamment de sobriété du packaging. Il est vrai que sur certains réseaux de distribution, on est moins axé sur le packaging et peut-être plus sur, entre guillemets, ce
qu'il y a dans le produit. Le premium, c'est quand même aussi beaucoup lié au pack, beaucoup lié au marketing. Donc vous, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que le pack a une importance ou est-ce que pour vous, il faudrait que justement le consommateur occulte complètement le pack et finalement se concentre vraiment sur les ingrédients et sur ce qu'il y a dans le produit? Moi, je pense que justement, c'est un tout et c'est ce qui fait le premium. C'est ce que je mentionnais justement au début. Le premium, c'est aussi la sensorialité. On a besoin de voir le produit, on a besoin déjà qu'il nous plaise par son packaging. C'était quelque chose d'important pour nous. Moi, j'invite d'ailleurs toutes les personnes à aller voir sur notre site les packagings Lully. Ça a été important pour nous d'avoir des packagings qui soient épurés, qui soient assez modernes justement et de passer au-delà du bio. Parce que le bio maintenant, c'est vrai que depuis le temps, ça a évolué et l'idée c'est vraiment de montrer que le bio peut être inscrit complètement dans une consommation premium sensorielle. Ça sent bon aussi le bio et c'est des textures agréables, c'est très important de le préciser. On utilise aussi du verre qui est naturellement teinté, qui est en vert violet, donc qui permet justement de protéger les actifs et c'est un verre qui est aussi très très apprécié. On a souvent des bons retours par rapport à ça parce que c'est vrai qu'il y a c'est quelque chose qui nous attire, oui. Et chez Najar, est-ce que c'est pareil? Est-ce que le pack a une importance justement pour souligner ce côté premium? Certainement, tout est important. Ça commence par la matière première et le choix de matière première et les qualités de matière première. Et de là, on voit le premium, la traçabilité, la qualité, toutes les matières premières doivent être certifiées. Après, l'environnement, le packaging, en arrivant à la fin jusqu'à le packaging qui prend beaucoup d'importance. Il n'y a pas de contradictoire entre qu'il soit beau et bio. Qui sent beau et efficace. Vous voyez, ces deux choses-là à combiner ensemble, ça nous donne un très bon résultat. Ça n'empêche pas qu'il soit bio et joli. C'est vrai, ça, Manar, avant, il y avait un petit peu, de mon point de vue, c'était un peu moins le cas. Le bio, c'était un peu plus confidentiel. On avait l'impression que pour montrer qu'on était bio, les packs n'étaient pas forcément très travaillés. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On voit vraiment qu'il y a une belle évolution. Il y a des packaging et du très beau marketing. Donc, ça donne envie. On n'est plus sur de la cosmétique bio juste efficace. On est sur de la cosmétique bio efficace, belle et surtout sensorielle. Et par contre, je vois qu'on a aussi une question, vu qu'on parle de packs, sur tout ce qui est lié au vrac et au sans emballage. Est-ce que vous, le vrac, c'est quelque chose que vous faites? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez faire? Nous, au sein de Cosmebio, c'est un de nos chevals de bataille puisqu'on va lancer un projet sur le réemploi des packaging, justement. Et forcément, on se pose la question aussi du consommateur parce que est-ce que le consommateur premium est prêt? Il y a toutes ces questions-là. Donc, vous, déjà, est-ce que le vrac, c'est quelque chose que vous faites déjà, que vous souhaitez faire? Ou est-ce que même le sans emballage, vous faites déjà chez Najar? Absolument, on le fait depuis longtemps. D'ailleurs, dans mon culture méditerranéenne, c'était toujours en vrac. Le packaging, c'est récent, il y a quelques dizaines d'années. Mais d'origine, on a besoin 1 kilo de riz, on prend 1 kilo de riz. On prend pas 500, 2 fois 500, deux sachets de 500. Du coup, on prend ce qu'on a besoin en vrac avec un minimum d'emballage possible. On s'engage beaucoup depuis très longtemps. D'ailleurs, on a le vrac, on a commencé de bidons de l'hélicie, par exemple. Vous revenez au magasin, ça fait des liaisons entre le consommateur et la boutique où il a acheté son produit et il remplit son bouteille de lessive ou de savon liquide ou de shampoing. Tous ces produits, il est vendu aussi en vrac pour les magasins qui puissent cette liaison. On ne jette pas l'emballage, on le lave, on revient avec pour remplir. C'est très important pour nous qu'on fait le minimum possible de gaspillage d'emballage et surtout environnemental. Comme quoi on revient finalement à ce que nos parents, nos grands-parents faisaient. Maintenant, c'est une très bonne méthode. Tout à fait. Alors nous, le vrac pour l'instant, c'est pas dans les futurs projets. Par contre, on a un projet en cours sur la consigne. Donc, c'est justement pour réutiliser les contenants. Surtout, voilà, comme je le disais, on utilise des verres, des contenants en verre. Donc, l'idée, ce serait d'avoir un autre packaging. Les personnes, les consommateurs, consommatrices pourraient remplir leurs contenants une fois qu'ils ont terminé. Donc ça, c'est un projet en cours. On espère pouvoir y arriver cette année pour justement toujours moins de déchets. Mais malgré tout, la question que je me pose, je trouve que cette question est vraiment intéressante
sur le vrac, c'est que, voilà, exactement, c'est ce que dit Florent, est-ce que le vrac est compatible avec le premium? Parce que finalement, comme je le disais, le premium, il y a un peu ce côté expérience, sensorialité, Exactement. expérience d'achat. Et est-ce que finalement, le vrac, c'est compatible? Parce que souvent, dans le premium, est-ce qu'on a vraiment des gens qui sont engagés sur l'environnement ou est-ce qu'ils sont vraiment là aussi pour trouver un cosmétique qui leur plaît? Il y a toute cette chose-là, tout à repenser. Donc, vous, quelles sont peut-être les stratégies? Est-ce que ça signifierait finalement faire carrément évoluer le consommateur sur autre chose? Ou est-ce que finalement, ça veut dire que vous devez vous adapter à ce consommateur qui est un petit peu différent du consommateur en magasin bio, par exemple? Allez-y. Non, allez-y, je vous en prie. Non, de notre côté, c'est vrai qu'après, le premium dans les cosmétiques et le vrac, on est encore aux prémices, je dirais, parce que c'est encore compliqué, même réglementairement parlant, pour une crème, pour un produit dit sensible, avec beaucoup d'eau, de travailler avec du vrac. Donc après, l'évolution et les engagements font que de toute façon, il faut qu'on y aille, qu'on soit premium ou pas premium. Mais comme on disait tout à l'heure, tout dépend au niveau du consommateur ce qu'il appelle un produit premium. Est-ce que c'est la qualité pour le soin de la peau ou alors est-ce que c'est l'emballage? Est-ce que vraiment le vrac sera un frein? À l'heure d'aujourd'hui, je dirais oui. Premium et vrac sur certains produits. Je pense que pour le moment, ce n'est pas compatible. Mais les mœurs se changent, les habitudes de consommation évoluent. Donc, ce n'est pas impossible. Par exemple, je prends juste un exemple ici pour parler de volume. Au lieu d'acheter une bouteille de 200 ml de shampoing, on a 1 litre. Du coup, vous prenez 5 fois plus. Du coup, ça fait une genre de vrac, mais il reste premium aussi. Vous voyez, on essaie de trouver une solution, combiner les deux. Avoir une quantité suffisante pour une famille, par exemple. Au lieu de acheter 5 bouteilles de 200, vous le jetez à la fin. Vous achetez une seule bouteille de 1 litre et c'est de qualité, c'est de joli emballage, mais en même temps de produits, on peut dire, c'est pas vrac, mais semi-vrac. Oui. Oui, Yasmine, est-ce que vous avez… Oui, c'est vrai que quand on parle de premium, moi je pense que le mot aussi qui me vient en tête, c'est sans concession. On a envie d'avoir des produits efficaces, des produits sensoriels, mais on n'a pas envie non plus de se casser la tête je mets des gros guillemets, pour justement consommer. C'est justement l'expérience, comme vous le disiez. Donc je pense que le vrac, on n'y est pas encore, parce que ça nécessite aussi une organisation, ça nécessite… Enfin voilà, il y a des choses à mettre en place, mais ça va venir. Je pense que c'est le vrac qu'on en entend, enfin on en réentend parler parce que justement c'est quelque chose d'ancien, mais on en entend parler depuis quelques temps maintenant. C'est pas encore bien installé, mais je pense qu'il y a des solutions. En attendant, les solutions alternatives, en effet, c'est les semi-vracs, donc les plus gros volumes, ou sinon la recharge, justement. Avec des contenants plus légers, plus écologiques aussi, et qui permettent d'avoir des plus gros volumes. Donc, il y a des solutions, mais en effet, il faut voir aussi en fonction du consommateur si c'est une vraie demande quand on parle de premium. Pour nous, chez Cosmebio, c'est vrai qu'on s'est interrogé, vu qu'on a ce projet sur le réemploi des packaging, de savoir si oui, le consommateur était en demande. Et effectivement, dans les magasins spécialisés, c'est une demande. Ça, il n'y a pas de doute. Sur le premium, je vous avoue qu'effectivement, je suis un peu du point de vue de Yasmine, de dire qu'effectivement, l'expérience consommateur, en premium, on a envie que ce soit sans concession. On a envie d'arriver, d'avoir un joli pack qui est efficace, qui est parfait, qui a un prix raisonnable et de vivre quelque chose de génial sans avoir à rapporter son pack. Mais est-ce que finalement, le premium de demain, ce n'est pas finalement justement ça, d'aller plus loin et de se dire que le premium, c'est ce qu'on met dans son produit, c'est d'avoir une consommation sans concession, mais qui fait du bien aussi à l'environnement. C'est peut-être aussi à nous d'apporter ce côté-là. Donc, à voir comment les consommateurs déjà spécialisés en bio vont réagir à cette nouvelle tendance de réemploi, de vrac, etc. Comment ils vont le percevoir d'ici quelques années. Et moi, j'ai l'espoir que aussi le premium, un jour,
se rendre compte que c'est quand même, c'est entre guillemets sexy de rapporter son pack. Ça peut aussi être une expérience qui ne soit pas que négative. Donc à voir pour la suite. Et je vois que Sandra, en plus du vrac, nous parle aussi du do-it-yourself en cosmétique bio premium. De mon point de vue, c'est possible. Pourquoi? Parce que chez Cosmebio, on a des marques qui font du do-it-yourself et qui ont des très jolis packs, qui font vivre une expérience très sympathique. Donc, pour moi, c'est possible. Vous, Yasmine, Alexandra, je ne sais pas si de votre côté, le do-it-yourself, c'est quelque chose que vous faites ou non. Mais en tout cas, de mon point de vue, oui, ça peut être premium. Alors nous, on ne le fait pas encore, mais c'est en effet quelque chose qu'on aimerait développer, notamment avec les huiles essentielles, avec des recettes prêtes à l'emploi, enfin des recettes qu'on a élaborées nous. Donc je pense que c'est tout à fait possible. On peut même organiser des ateliers, et vivre vraiment l'expérience. Si c'est bien accompagné, je pense que là, le côté premium pour les do-it-yourself va vraiment se jouer dans la partie conseil, recettes, pack, vraiment pour que le consommateur et la consommatrice puisse avoir tout à disposition et que ce soit les ustensiles, les beaux contenants, etc., pour réaliser son soin à la maison. Donc c'est encore une fois toute l'expérience et faire en sorte que le consommatrice ait le moins de choses à faire pour passer un bon moment et pour profiter de son produit à la fin. Moi, là-dessus, je vous rejoins totalement et je rejoins Mickaël qui parle justement de l'expérience consommateur, de l'importance du conseil. Le do-it-yourself, ça nécessite du conseil, ça nécessite une expérience sympathique. Nous, chez Cosmebio, on a eu l'occasion de faire du do-it-yourself. Moi, je vous avoue que c'était la première fois. Je ne suis pas à la base une convaincue. Et finalement, effectivement, le fait de vivre une expérience où on va vous préparer le matériel, on va vous apprendre des choses, le lieu est joli, c'est sympathique. Donc, effectivement, la cosmétique premium, c'est aussi ça. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais c'est aussi le conseil. Nous, on le voit beaucoup dans les études qu'on a pu faire au sein de Cosmebio, c'est que le consommateur a besoin de conseils. Et quoi de mieux que les anciennes, justement, premium pour apporter du conseil? Est-ce que vous, justement, chez Najar et chez Slowly, est-ce que vous accompagnez le consommateur? Et si oui, comment? Pour justement peut-être aussi pallier le fait que des fois en magasin, le conseil n'est pas toujours au rendez-vous. Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, dans vos structures pour aider le consommateur à mieux comprendre? Alors nous, le do-it-yourself, on le fait sans le faire, c'est-à-dire qu'on propose énormément de mono-ingrédients. C'est-à-dire que c'est pour ça que le do-it-yourself premium est tout à fait possible. Et justement, le consommateur va privilégier la qualité de ses matières premières pour se faire un soin adapté à son type de peau. Mais d'où, comme on disait, le rôle de conseil est très important. Mais au niveau de rapport qualité-prix, le do-it-yourself est très intéressant. On propose énormément d'huile végétale en matière brute, non mélangées, des hydrolats, des choses comme ça, plutôt que de proposer un démaquillant tout fait, tout prêt. Là, chacun prépare avec les ingrédients adaptés à son type de peau. Avec des films vidéo des fois sur notre site aussi pour comment vous faites l'épilation, comment vous faites le masque, tout ça. Ça aide le consommateur aussi. Tout à fait. Je vais rebondir du coup de notre côté. C'est vrai que le conseil est vraiment très très important, surtout qu'on utilise des matières premières, notamment les huiles essentielles, qui sont parfois décriées, qui sont très compliquées à utiliser. Parfois les gens ont peur de s'en servir parce que ça peut, il faut savoir les doser, il faut savoir les choisir, et c'est justement pour ça qu'on a créé Slowly, c'est pour accompagner les personnes à utiliser ces huiles essentielles en toute sécurité. Pour ça, on crée énormément d'articles de blog justement sur qu'est-ce que les huiles essentielles, et on partage beaucoup de recettes pour faire des do-it-yourself à la maison, pour se soigner, pour prendre soin de son intérieur, pour prendre soin de soi tout simplement. On est aussi assez active sur Instagram, toujours dans cette optique de conseiller, de partager. Sur notre site aussi, on a beaucoup de contenu sur notre sourcing, sur nos matières premières, sur vraiment toutes les étapes de production, nos partenaires. Et je pense que c'est aussi ce qui est recherché maintenant, toujours dans cette optique
d'être toujours plus transparent et donner de l'information. Et je pense que dans nos domaines, surtout la cosmétique qui se développe de plus en plus, les gens sont très curieuses, tant mieux. Donc, c'est de notre devoir et notre rôle, justement, de les guider, de leur donner toutes les informations possibles. Donc, ça passe par la création de contenu, beaucoup. Tout à fait. Et c'est vrai que je rebondis, je vois que Sandra en commentaire nous dit qu'en parapharmacie, le conseil peut être prodigué. Je vous rejoins, mais j'ai quand même un petit bémol. Nous, on a eu l'occasion d'être sur le salon Pharmagora il n'y a pas très longtemps, où justement on était avec des pharmaciens et on s'est rendu compte que le bio, il y a quand même un peu une méconnaissance du processus de certification, par exemple. Et c'est vrai que finalement, c'est aux marques d'apporter ces infos parce que finalement, en magasin, et je pense que dans les magasins dits premium, c'est la même problématique, c'est que tout ce côté bio, c'est encore assez nouveau. Le vrai bio, entre guillemets, c'est encore nouveau. Il y a des marques qui arrivent grâce à leur marketing à se dire bio alors qu'elles ne le sont pas forcément, et des marques qui sont véritablement bio et qui ont du mal à justement le faire passer parce que le conseil n'est pas forcément prodigué. Et je vois qu'effectivement, Florent rebondit en disant le prix du vegan. Là, c'est pareil. Effectivement, il y a besoin de conseils. On sait que les consommatrices, elles ont de plus en plus envie d'avoir des cosmétiques vegan qui correspondent à leurs valeurs. Et forcément, ça nécessite du conseil. Et le premium est peut-être nécessaire. Enfin, il est nécessaire, je pense, quand on parle de cosmétiques premium, d'avoir un conseil apporté. Et c'est là où, justement, pour moi, la vraie cosmétique premium, ce serait ça, d'avoir un véritable conseil, mais un véritable conseil. Quand on parle de bio, on ne me conseille pas. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me conseille une marque qui n'est pas du tout bio. Et étant dans le secteur de d'activité bio, je me suis dit, mais oui, c'est compliqué. Parce que justement, on attend aussi une certaine crédibilité quand on veut vivre une bonne expérience. On a envie d'être sûr qu'on nous conseille véritablement les bonnes choses. Forcément, moi, quand je demande du bio et qu'on me donne quelque chose de non bio, je me mets à douter aussi sur la qualité du premium dont on parle. Quel réseau de distribution? Frédéric, typiquement en pharmacie. En pharmacie, moi, j'ai déjà eu cette problématique où le conseil n'était pas forcément au rendez-vous. C'est pour ça que quand vous disiez dans les commentaires que le conseil était nécessaire pour avoir une bonne expérience, je vous rejoins. Je vous rejoins complètement. Et je pense que Yasmine, Alexandra, Manard, vous avez déjà eu cette problématique d'expliquer ce qu'est véritablement le bio. Je vous rejoins complètement. Après, on parle un peu de greenwashing, entre guillemets. Tout à fait. Le marketing fait beaucoup de mal au bio. Ça crée énormément de confusion dans l'esprit du consommateur. Il y a de plus en plus de logos sur les packs. Beaucoup surfent sur les mots. Donc, c'est pour ça que le conseil est très important. On parlait du réseau de distribution aussi. En GMS, c'est très compliqué d'avoir un conseil. Le conseil, ouais. C'est même impossible. Alors que dans les réseaux de distribution spécialisés, il y a quand même une personne par rayon qui est là quand même pour conseiller. Donc, c'est vraiment important. Le consommateur manque d'informations sur ce qu'est un vrai produit bio, les engagements derrière, un cahier des charges, une certification. Et je pense qu'avec cette multiplicité des logos, il y a une vraie confusion qui se crée aussi. Oui, tout à fait. Là qu'on voit, par exemple, il y a des sociétés qui surfent sur le bio parce que c'est un secteur maintenant, il faut gagner un petit peu d'argent. Du coup, des sociétés de lames qui ne sont pas du tout dans leur lame bio, ils surfent sur de marques bio, et d'autres qui sont dans leur philosophie, ils sont bio, ils tiennent beaucoup à la qualité des produits, l'environnement, et là, on voit la différence. Du coup, dans le magasin spécialisé, on sent le service derrière, le conseil, on sent quand même il y a des gens qui sont là à battre pour vraiment montrer la qualité du produit. Et le premium pour nous, c'est ça. C'est vrai que je vois en commentaire que ce qu'on est en train de dire est en train de faire réagir, donc c'est très intéressant. Quand on parle de marketing, on dit, donc vous avez dit que le marketing faisait quand même du mal au bio, et c'est vrai que moi je suis un peu d'accord avec Florent et Frédéric pour dire qu'il faut quand même tempérer cet aspect-là, parce que le marketing fait aussi du bien au bio. Il y a effectivement le côté marketing, greenwashing, où là justement, ça crée la confusion chez le consommateur qui se dit est-ce que je consomme vraiment du bio ou pas. Mais il y a aussi le côté de
grâce au marketing, on arrive à faire passer nos valeurs, à être plus transparent, à mieux expliquer. Typiquement, chez Cosme Bio, grâce au marketing, grâce à la communication, on arrive à mieux faire comprendre ce qu'est la certification. Moi, typiquement, avant d'être chez Cosme Bio, la certification, je ne savais absolument pas ce que c'était. Je ne savais pas du tout, en fait, comment ça se passait. Et si, justement, les marques avaient bien marketé ce qu'est la certification, je pense que j'aurais été une acheteuse bio bien avant. Donc, je suis assez d'accord pour dire que le marketing, il y a du bon, du moins bon, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut développer pour mieux être davantage transparent. Je vois que d'ailleurs Fabienne en parle ensuite, en parlant de transparence, sur le fait que pour elle aussi, la cosmétique bio premium, c'est la transparence. Vous le disiez au tout début de ce webinaire, aussi bien chez Najar que chez Slowly, que pour vous, la transparence, c'est la base. Et ben justement, est-ce que le marketing, c'est pas la solution pour apporter davantage de transparence? Elle parle notamment des packaging, sur les encres utilisées. Vous, comment vous faites pour communiquer? Est-ce que justement, vous communiquez sur ces aspects spécifiques? Ou est-ce que c'est trop compliqué pour le consommateur d'entendre tous ces aspects un peu plus techniques? Je pense que c'est pas trop compliqué, il faut justement en parler et démystifier un petit peu tout ce qu'il y a autour du naturel ou du bio. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de vraies et de fausses informations. On voit parfois passer des faux labels, des faux logos. Donc, c'est vrai que sur les packaging, ça peut être confusant. Je rejoins Alexandra sur ce point. Après, c'est à nous de communiquer toujours dans cet aspect de conseil aussi, que ce soit sur tous nos réseaux de distribution, tous nos réseaux de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, notre site internet, de communiquer sur qu'est-ce que le label bio, pourquoi on a rejoint Cosme Bio, quelles sont les valeurs, quelles sont la charte d'engagement. Donc voilà, c'est des choses, je pense, importantes, et les gens qui souhaitent vraiment avoir des produits bio sont à l'écoute, en tout cas, de ces informations. Et c'est à nous, voilà, de sensibiliser encore plus sur qu'est-ce qu'une marque bio, qu'est-ce que à quoi ça correspond, d'avoir des ingrédients. Qu'est-ce que c'est une marque bio, en fait? Déjà. Je pense que c'est pas clair pour beaucoup de monde. Est-ce que c'est le total des ingrédients? Est-ce que c'est quel est le pourcentage? Il y a beaucoup d'éléments, et je pense qu'il faut y aller pas à pas. C'est vrai qu'en plus, ce qui est parfois compliqué aussi pour le consommateur, c'est d'avoir des marques qui ont du bio et du non bio. Donc pour eux, ça peut être un petit peu confusant de se dire, c'est bizarre, ils ont une gamme bio, mais ils font pas du bio. Donc ça, on peut l'entendre. Après, moi, personnellement, je trouve que c'est bien aussi que des grandes marques qui, justement, avaient ce côté premium et qui n'étaient pas du tout dans le bio, commencent à s'y intéresser. Parce que je trouve que ça donne aussi une visibilité à des marques qui, comme vous, sont peut-être plus confidentielles sur le côté luxe. Je pense que ça peut ouvrir la voie à d'autres marques et finalement donner aux consommateurs l'envie de consommer bio. Je ne sais pas si vous rejoignez ce point de vue, mais je pense notamment à Nux en pharmacie qui a développé une gamme bio. Ça montre aussi que ça veut dire que le consommateur premium a envie d'avoir du bio. Nous, c'est notre souhait que toutes les marques qui existent sur le marché français ou européen qui se mettent sur le bio. Du coup, le choix de qualité d'ingrédients et des respects de la nature, elle sera beaucoup plus important. Et on met l'accent sur vraiment la qualité et, comme vous dites, après, le packaging, c'est important, mais surtout la qualité et l'ingrédient qui est le plus important. Mais nous, on souhaite que tout le monde, actuellement, il y a des consommateurs avertis qui achètent dans le marché bio parce qu'il est convaincu que ces produits, c'est bien pour lui et pour ses enfants et pour sa famille. Mais on aimerait bien, petit à petit, on voit que la plupart de consommateurs, ils commencent à regarder derrière la composition, l'ingrédient du produit. Et c'est vraiment là où on voit la maturité des consommateurs dans ce domaine. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que Valentine le dit en commentaire, elle parle justement de cette envie de décrypter. On voit d'ailleurs beaucoup de consommateurs qui sont avec leurs applications pour essayer de mieux comprendre. Ce n'est pas toujours d'ailleurs très positif parce que des fois, les informations ne sont pas toujours, on va dire, dans le sens qu'on l'imagine. Mais c'est vrai que je rejoins aussi Valentine qui pose la question de savoir comment finalement ne pas noyer le consommateur. C'est vrai qu'on parle de pédagogie, on parle d'articles, on parle de les accompagner, mais comment on fait aujourd'hui pour ne pas les noyer, notamment sur les process, sur les origines DMP, sur la qualité du produit. Comment on peut faire? La communication reste un élément très important. Créer une communauté, on a tous des réseaux sociaux. Faire des articles, des associations comme Cosme Bio qui sont importantes aussi,
pour informer les consommateurs sur les valeurs du bio, les marques de la bio, parce que la bio, c'est au-delà de marques, au-delà des produits. Donc, c'est important d'informer le consommateur. Il est de plus en plus intéressé. Le consommateur s'intéresse de plus en plus. Donc, à nous aussi de communiquer en ce sens afin de se différencier et d'expliquer qu'est le vrai bio. Qu'est-ce que le vrai bio? Et on voit par exemple l'âge de consommateur. Avant, c'était le bio, c'est les personnes âgées qui sont un petit peu plus de maturité. Là, on voit plus en plus de jeunes qui viennent sur le marché bio. Les jeunes, même les jeunes filles dans le cosmétique, qui regardent les produits, l'ingrédient, les qualités. C'est ça qui nous fait vraiment réjouir parce que ça devient un mouvement pour la planète, un mouvement pour la consommation, être raisonnable dans la consommation et regarde l'emballage. Est-ce que par exemple, est-ce qu'on peut le recycler ou non? Tous ces éléments-là, ça pousse le fabricant comme le consommateur à aller dans le bon sens pour nous. Exactement. Tout à fait. Et c'est vrai que je vois en commentaire, on a des super suggestions, des choses d'ailleurs que font certains de nos adhérents. Certains parlent de formules minimalistes, certains parlent également de QR code sur les packaging. On a parmi nos adhérents, par exemple, des adhérents qui vont finalement décrypter leur listing key en la mettant en français, clairement. Oui, c'était très c'est ce difficile. qu'on fait aussi, oui. Ouais. Mais ça, c'est vrai que c'est une problématique. Même moi qui travaille dans la cosmétique, honnêtement, listing key, je suis incapable de la lire. Et c'est vrai que finalement, les listing key décryptés, c'est aussi une bonne solution. Vous, Yacine, c'est quelque chose que vous faites ou à laquelle vous avez pensé? Complètement. Donc, on le fait sur notre site et aussi donc sur nos packaging. Donc, c'est décrypté. C'est vrai que c'est compliqué, même une simple huile végétale 100% pure. Quand on lit son nom, on a l'impression que c'est quelque chose de chimique qui vient de je ne sais où. Mais non, c'est bien des ingrédients purs. C'est vrai que c'est compliqué. Après, le fait qu'on affiche 100% d'ingrédients naturels ou 99% d'ingrédients d'origine naturelle, ça rassure aussi. Et préciser qu'on est à plus de 99% bio, donc ça rassure. C'est vrai qu'on est obligé de nos jours d'avoir ce genre d'informations, d'inciter en tout cas les consommateurs, consommatrices à chercher plus d'informations. Malheureusement, parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a certaines marques qui ne jouent pas le jeu, on va dire. Donc, on se sent aussi obligé, quand on fait bien les choses ou quand on essaye de bien faire les choses, de se justifier, entre guillemets, et de montrer qu'on a un positionnement et qu'on est vraiment, qu'on a besoin de le mettre en avant pour déceler le vrai du faux. Ouais. Je vois qu'on a un débat très intéressant sur formule minimaliste et premium. Est-ce qu'une longue listing key veut dire premium? Alexandra, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Je vois que Manard fait le nom de la tête, donc pas forcément. Ça va pas ensemble. C'est vrai que nous, on se focalise vraiment sur une liste courte, justement, pour éviter d'être trop confusant, mettre en avant certaines matières, parce qu'après, on est perdu dans les listes à rallonge. Au niveau du marketing, au niveau de la communication, c'est difficile. Autant être simple et efficace. Exactement. Je vous donne un exemple très simple que tout le monde peut comprendre. Par exemple, pour un savon, au lieu d'ajouter un produit chimique pour que ça mousse, eh ben, ça ne fait rien. Moi, j'ai besoin d'un savon pour me laver, ce n'est pas pour mousser. Du coup, simplifier cet ingrédient de moins, un produit chimique de moins. Du coup, on a un produit efficace, mais ça ne mousse pas trop, mais ce n'est pas grave. L'efficacité du produit, elle est là. D'où, quand on voit l'ingrédient simple mais efficace, c'est beaucoup plus important qu'une grande liste d'inki ou d'ingrédients qui n'est pas tout à fait toujours… pas toujours nécessaire. Oui, ça n'apporte pas forcément une plus-value. Moi, je suis assez d'accord pour dire que finalement, minimaliste va de plus en plus avec premium aussi. On le voit d'ailleurs rien que dans les packaging, les gens ont envie d'avoir quelque chose de simple, d'épuré. D'ailleurs, ça rejoint Natexpo qui a appelé son espace épure. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que minimaliste, premium, ça va aussi ensemble. Et je me permets aussi de rebondir. Je vois un commentaire très intéressant sur les labels et sur la certification, en posant la question de savoir si finalement, est-ce qu'un label et une certification, c'est suffisant pour communiquer auprès du consommateur? Pour moi, oui. En même temps, je travaille chez Cosmebio, donc ce serait dur de dire l'inverse. Mais vu les études qu'on a pu effectuer,
on voit que le label Cosmebio, ça rassure le consommateur. Comme on le disait, il est un petit peu perdu, il y a plein d'informations, faut décrypter sa Helsinki, il y a plein de choses qui font que le consommateur est un petit peu perdu. Et effectivement, le label Cosmebio, c'est rassurant. On le voit dans les différentes études que pour le consommateur, c'est un gage de qualité, c'est un gage de confiance, et c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille, nous, chez Cosmebio, pour que le consommateur comprenne que Cosmebio, ce n'est pas juste un logo. Comme vous le disiez aussi en début, ça amène des contraintes puisque ça nécessite une certification par un certificateur indépendant qui va regarder toute la durée de vie du produit. Donc, effectivement, pour moi, Christelle, je pense que le label suffit. Je ne sais pas, Alexandra, Yasmine, Manar, si pour vous, ça suffit. Est-ce que pour vous, le consommateur, ça peut lui suffire? Est-ce que c'est gage de qualité? C'est sûr que, pardon, Non. c'est un gage de qualité, ça c'est certain. Après, voilà, la communication est importante et comme vous dites, je pense que le label Cosmebio rassure. Je dirais aussi le minimum, c'est le minimum pour moi comme un produit qui soit certifié. Oui, c'est une bonne première base en effet et ensuite pouvoir aller plus loin. Mais au moins, on se dit, bah voilà, le label fait déjà beaucoup de recherches préliminaires pour moi, pour le consommateur. Donc, ça enlève déjà voilà, toutes les matières premières qui peuvent être dangereuses. La culture aussi passe au crible. Et ensuite, bon, c'est au consommateur d'aller plus loin s'il cherche aussi le fait que les produits soient véganes, que les produits soient à tant % naturels. Donc, voilà. Mais je pense que c'est une bonne base, en effet, pour entamer sa recherche. Oui, tout à fait, c'est une base. C'est vrai que Frédéric dit c'est le minimum. Bien sûr que c'est le minimum pour nous. Être certifié et labellisé, c'est la base. Et c'est vrai qu'en plus, l'avantage d'être certifié et labellisé, c'est qu'effectivement, c'est indépendant. Aujourd'hui, on ne peut pas aller dire à son certificateur, allez, s'il vous plaît, vous pouvez me dire que c'est bio. Ça ne marche pas du tout comme ça. Sinon, ce serait trop facile. C'est vraiment une vraie démarche avec un vrai cahier des charges. Que vous pouvez d'ailleurs aller voir si vous êtes intéressé par la certification Cosmos sur le site Cosmos Standard. Vous avez vraiment accès au cahier des charges avec toutes les contraintes de la certification. Donc ça peut un peu vous aiguiller. Donc voilà, effectivement, ça c'est intéressant de se poser la question du label et de la certification. Et c'est vrai que je vois également que certains posent la question des consommateurs de conventionnels. Et bien justement, on en parlait aussi au niveau des circuits de distribution. Peut-être que d'avoir du bio certifié en GMS va permettre aussi aux consommateurs de se dire peut-être que le bio, c'est pour moi aussi, même si je ne suis pas encore convaincue. En testant des produits qui ne sont pas trop chers, qui me sont accessibles dans mon magasin, je peux finalement découvrir de la cosmétique certifiée qui sent tout aussi bon, qui est tout aussi efficace. Donc, voilà comment, pour moi, convaincre le consommateur de cosmétiques conventionnelles. Je pense d'ailleurs, Alexandra, Yasmine, Manar, que vous êtes d'accord sur ce point, que c'est comme ça aussi qu'on peut découvrir la cosmétique bio. Oui. Absolument. Les certificateurs, c'est des organismes indépendants avec un cahier de charges bien précis. Du coup, c'est vrai, quand on dit le respect du bio, nous, on exporte beaucoup à l'étranger et on voit le résonance bio, surtout européen et surtout français, c'est un autre comment dire, image de qualité. Et du coup, quand vous êtes société française et certifiée par un organisme indépendant, c'est quand même un gage de qualité. Du coup, comme je reviens à ce que vous dites au début, c'est le minimum de produits qui soient certifiés au moins. Et ça fait un engagement assez important. Là, je vois qu'on a des questions très intéressantes, notamment sur les différentes réglementations. Pour répondre à Audrey qui demande si justement les mêmes règles sont appliquées, typiquement Cosmos, les membres fondateurs, il y a des Allemands, il y a des Français, il y a des Anglais, il y a des Italiens, il y a des Espagnols. Donc oui, l'objectif d'une certification et d'une labellisation, c'est peu importe où vous vous trouvez, par exemple en Europe ou dans le monde, si vous voyez le logo Cosmebio ou la signature Cosmos, c'est d'être sûr que la qualité est la même et que ça répond à un cahier des charges. Donc ça, c'est aussi le français, c'est encore mieux. Ah, ça c'est vrai qu'en plus, on a la question. Non, mais c'est vrai parce qu'on a l'expérience avec dans le passé, il y a avant Cosmos, qui était quand même certains pays, certaines certifications, c'était un petit peu léger. Mais là, on voit que la différence entre le certificateur à l'époque, mais là maintenant, c'est harmonisé, c'est beaucoup mieux. C'est pour ça que je préfère quand même qu'il soit certifié français.
Ouais, c'est sûr. Et c'est vrai qu'on voit effectivement que le local prend de l'ampleur et c'est très bien parce que c'est aussi une de nos démarches chez Cosme Bio, bien sûr, on a envie de favoriser que le consommateur prenne des produits de sa région, bien sûr. Après, on ne peut pas encore forcer tout le monde à être sur du local, du labellisé, du certifié, mais effectivement, c'est très bien si les gens s'y intéressent. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus, Alexandra, Yasmine et Manar. Que c'est aussi ça dans notre démarche, c'est d'aller plus loin et de proposer, de protéger l'environnement en prenant des produits accessibles près de chez soi. Des vrais engagements, le local, c'est moins de transport, moins de taxes carbone. Enfin, c'est vrai que du coup, il y a derrière tout un engagement environnemental sur le local. Si chacun s'y met un petit peu. Juste un mot, là, ce n'est pas pour faire la pub pour notre société, mais on est à 75% autonome de l'électricité. On produit notre propre électricité. Du coup, on a d'engagement, mais on l'a mis on applique, vous voyez. C'est des choses qu'on est profondément attaché à ça. Et ben voilà, là, vous venez de répondre à une question de Fabienne qui demandait finalement pourquoi un label, parce que souvent les marques labellisées vont beaucoup plus loin que de faire valider leur formule par un toxicologue. Elles vont être poussées, notamment par Cosme Bio, à aller plus loin, à justement communiquer en transparence. Il y a quand même des règles. Donc voilà pourquoi se faire labelliser, parce que pour aller plus loin et pour justement aussi partager son expérience avec d'autres adhérents. On organise des rencontres adhérentes pour parler de problématiques, trouver des solutions. Là, toutes les questions qu'on a épluchées au fur et à mesure, c'est des questions qu'on se pose. Comment rendre le vrac accessible, comment aider le consommateur à mieux comprendre, comment fabriquer localement, toutes ces questions, on se les pose au sein de Cosme Bio et on essaye d'apporter des réponses et de faire le mieux possible. Et je vois qu'on a pas mal de questions encore. Est-ce qu'on a encore un petit peu le temps, Nadia, ou est-ce qu'on est un petit peu juste? Oui, on a encore 5 bonnes minutes pour qu'on reste dans notre timing. On se dit 5 bonnes minutes. Alors, on a une question super intéressante. L'utilisation de labels est aujourd'hui un gage de qualité, mais si à l'avenir, cela devient la norme, comment les marques de cosmétiques pourront-elles se différencier? Comment allez-vous faire si effectivement la labellisation, la certification devient la norme? Très bonne question. Déjà, ce serait une excellente nouvelle que toutes les marques soient labellisées et répondent aux mêmes engagements. Après, c'est vrai que pour nous, je pense que être labellisé, c'est pas une différenciation. Ça ne fait que ressortir en fait nos valeurs. Nous, on se différencie aussi dans les matières premières, dans nos formules, dans le conseil, dans la manière dont on va créer nos produits. Donc, ce sont des formulations qu'on a déposées, qu'on a développées nous-mêmes. Donc, c'est ça notre différenciation. Donc, je dirais que si toutes les marques pouvaient être labellisées, ce serait super, un beau monde. Mais je pense sincèrement que le bio, les certifications, tout cette mode de fonctionnement, c'est le locomotive pour la société, pour les entreprises qui suit ce mouvement avec le respect de la terre et surtout le respect de consommateurs en prenant les meilleures qualités de produits, les minimums d'ingrédients. Et toute cette mentalité-là, ça tire tout le monde. Et on réjouit vraiment qu'on est dans cette locomotive qui tire la société vers cette direction. Ouais. Et il faut savoir qu'effectivement, quand on a des marques labellisées, nous, on a des profils très différents chez Cosme Bio. On a des gens qui sont vraiment aux prémices et qui découvrent le bio, d'autres qui sont très engagés. Donc, c'est vraiment l'objectif de se tirer vers le haut aussi. Donc, exactement. Le label, il n'a pas juste vocation à dire c'est un label, c'est vraiment le côté de progresser ensemble. Et justement, ça serait un monde parfait si tout le monde était labellisé. Et justement, ça apporterait aux marques le fait de se différencier non plus par le label, mais aussi par d'autres choses. Parce que le label, ça serait justement la norme. Le mode de consommation aussi. Vous voyez, quand le consommateur il commence à chercher le label, il cherche le vrac, il cherche le produit qui est l'emballage, il est recyclable, il cherche tous ces éléments-là, ça change le comportement de consommateur. Du coup, il force le fabricant à suivre. Tout à fait. Et bien, écoutez, je vous propose qu'on prenne une dernière question. Comme ça, on pourra conclure. En tout cas, je vous remercie toutes et tous pour vos commentaires qui étaient très pertinents. C'était très intéressant d'avoir vos questions. Merci à Yasmine, merci Alexandra, merci Manar aussi pour vos retours d'expérience. C'était super. N'hésitez pas pour ceux qui
qui suivent ce webinaire à nous contacter aussi à la suite de ce webinaire. C'est tout à fait possible via LinkedIn. Vous avez pu voir nos différents contacts si vous souhaitez encore discuter de cette thématique. Et je vous propose comme dernière question, on parlait de cosmétiques premium, on parlait du printemps, on parlait des Galeries Lafayette. On nous demandait si on avait un retour d'expérience sur leur façon de faire. Est-ce que vous avez un retour d'expérience sur ces différents réseaux? Le réseau Galeries Lafayette, on a travaillé avec eux il y a presque 25 ans. Quand elle était localement sur Lyon, on a travaillé avec eux. Mais après, c'est vraiment, on ne cherche pas d'aller dans le magasin le plus beau. On cherche vraiment les clientèles averties, les clientèles qui cherchent le produit, mais qui tournent le produit pour regarder l'ingrédient. C'est ça vraiment le cible, qu'il soit premium dans le magasin, dans le chaîne bio ou dans le printemps. Pour nous, c'est la même chose. Après, c'est vrai que sur les magasins, pour revenir sur cette question, on sait qu'il y a de plus en plus l'envie de développer des corners green. Là encore, on le disait, ça sera très intéressant d'avoir un marketing très adapté pour justement bien préciser ce qui est du greenwashing de ce qui n'en est pas. Donc voilà là-dessus. Est-ce que Yasmine, vous avez un petit mot à dire sur cette question ? Alors, pour le coup, on n'a pas encore de retour d'expérience à faire, mais c'est vrai que je vous rejoins. Je pense qu'il faut surtout aller à la recherche de la clientèle, partager nos valeurs et en tout cas être auprès d'un public averti. C'est vrai que c'est toujours la bonne solution. Merci pour vos réponses. Je vois que Nadia a allumé son micro. D'ailleurs, merci Nadia, merci Natexpo pour ce webinaire très enrichissant. Nadia, je te laisse donc conclure. Oui, pareil, encore une fois, ce webinaire a été riche en échanges, en informations, avec des problématiques et des questions très pertinentes et hyper intéressantes. Donc, merci à tous. Merci à l'équipe du laboratoire Najar, Manar et Alexandra. Merci à la marque Slowly. Merci à toi, Alexandra. Et merci à Magali. Merci à vous. Merci à tous les étudiants également pour votre fidélité et pour assister à ces webinaires depuis déjà un bon moment. On vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire, en tout cas de notre côté, mardi 19 avril à 10h. Et là, il sera question de e-commerce et de distribution spécialisée en ligne. Donc, rendez-vous à Natexpo également. Nadia, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément dit, mais rendez-vous à Natexpo pour se rencontrer. Évidemment, en septembre prochain, du 18 au 20 septembre à Lyon. À très bientôt. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonne journée et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.